Nous allons aujourd'hui aborder un thème qui ne me tient pas du tout à cœur, j'ai nommé la Romantic Fantasy. Alors qu'est-ce que la Romantic Fantasy? C'est bien simple, la Romantic Fantasy est un sous-genre de la fantasy. Oui, vous pouvez me remercier. Plus sérieusement, la Romantic Fantasy est apparue dans les années 70, avec la montée du mouvement féministe. Elle reprend les principes de la fantasy en y ajoutant une touche plus féminine. Les protagonistes des histoires de Romantic Fantasy deviennent ainsi des personnages féminins, des héroïnes, des guerrières, des magiciennes, etc., etc. Mais attention, malgré ce côté masculinisé, les femmes de la Romantic Fantasy ne perdent pas leur féminité. C'est pourquoi une intrigue de Romantic Fantasy tourne généralement autour d'une romance, d'où le romantique dans Romantic Fantasy. Mais ce n'est pas tout. La littérature de Romantic Fantasy est également, et c'est peut-être bien le plus important, engagée dans le combat pour l'égalité entre les sexes. Bref, la Romantic Fantasy est avant tout un genre qui brise les barrières de la fantasy en posant au premier plan les femmes et les sentiments amoureux. Relativement mis de côté les unes comme les autres dans le monde de la fantasy, il faut le dire. Get up, get out, you lazy lout, get into your working clothes. On retrouve ce genre principalement dans la littérature, notamment avec le maître ou plutôt la maîtresse du genre, Marion Zimmer Bradley, l'auteur de la romance de Ténébreuse et du cycle d'Avalon. On peut aussi mentionner Les Immortels de Tamora Pierce et Luna aux portes de l'imaginaire, qui est un cycle de livres tous rédigés par des écrivaines différentes. En matière de films, on peut citer le célébrissime Legend de Ridley Scott, même si le personnage le plus mis en avant est le prince Jack et non pas la princesse Lily, ainsi que Princess Bride de Rob Reiner, adapté du roman éponyme. Vous l'aurez donc remarqué, la romantic fantasy demeure peu présente, si ce n'est dans la littérature. Hélas, j'ai envie de dire. Get up, get out, you lazy lout, get into your working clothes. Bien, passons aux choses sérieuses. L'action de notre histoire se déroulera dans un vaste continent nommé Alderoth. Celui-ci se trouve être divisé en 4 pays. Au nord se situe l'Empire du Haut-Septentrion, parce que ça pète la classe. À l'est, le Royaume Hypérionide. Au sud, les 7 duchés d'Arcasiel. Et au centre, la République sacrée d'Ouranis. On peut également citer le vaste océan à l'ouest. L'Empire du Haut-Septentrion est un immense pays où il neige éternellement et où la culture et l'élevage sont donc quasiment impossibles. Mais cette incapacité à produire de la nourriture est comblée par la richesse des sols en métaux de toutes sortes, y compris pierres et métaux précieux. En plus d'être extrêmement riches, les Hauts-Septentrionides sont passés maîtres dans l'art de la forge. Les forges du Nord sont en effet célèbres pour leurs armes, leurs armures et leurs automates de guerre, soumis à de puissants enchantements qui font de l'Empire le plus grand producteur d'armes magiques dans tout Alderoth, et même au-delà. Octerion en est la capitale et le lieu de résidence de l'empereur, réputé être l'homme le plus puissant d'Alderoth. Le royaume hypérionide, quant à lui, est soumis à un climat beaucoup plus ensoleillé et propice à la culture et à l'élevage. Ce n'est pas pour rien qu'Hyperion est surnommé le pays du soleil et qu'on y vénère le dieu solaire. La capitale en est Hyperiopolis, sans surprise. On peut aussi citer Fort Hélios qui est un comptoir commercial à la frontière d'Ouranis. Le troisième pays, Arcasiel, n'est pas uni. Il est divisé en 7 duchés gouvernés par 7 ducs et duchesses issus d'une même lignée. Les duchés sont connus pour être des puissances militaires et être les détenteurs des armées les plus imposantes qui soient. C'est pourquoi il est toujours préférable de les avoir comme alliés en temps de guerre. Vous pouvez voir sur la carte les limites des 2 duchés frontaliers d'Ouranis, le Cardavélion et l'Icaélion, et leurs capitales respectives, Cardavel et Icaël. Sans surprise non plus. Enfin, la République sacrée d'Ouranis, siège de la Sainte Église de l'Alliance, nous en parlerons plus en détail juste après, occupe le centre d'Alderoth et en est la capitale. L'autorité s'y trouve et gouverne tous les autres pays du continent. La capitale en est Odéval, mais le prince Ganymède, président de la République ouranienne qui y réside, n'est pas le réel dirigeant, puisque le pouvoir revient à la papesse qui se trouve au Saint-Siège, une ville flottant dans les cieux qui est en quelque sorte le Vatican d'Alderoth. Ces 4 puissances formèrent une alliance il y a des siècles de cela, dans le but de mettre un terme aux incessantes guerres qui les déchiraient. Afin de perpétuer la paix et l'ordre en Alderoth, le Haut Concile fut formé et fut chargé de maintenir cette alliance sacrée.
Les membres de cette autorité étaient élus par le peuple et se trouvaient tous être des femmes, car celles-ci étaient jugées plus pures et donc plus à même de préserver la paix. On les appelait les cardinals. Pour présider le Haut Concile, les cardinals devaient à leur tour élire parmi l'assemblée cardinaliste une meneuse, la prime cardinale. Puis au fil des décennies, le Haut Concile se transforma en institution religieuse. L'Alliance sacrée fut considérée comme l'ultime aide de la déesse Omnis, créatrice de toutes choses, envers l'humanité. Par conséquent, elle devait être maintenue pour que la déesse offrît le salut aux hommes. La prime cardinale Calypso Ier, autoproclamée première papesse de la Sainte Église de l'Alliance, fit rédiger les 111 principes qui devaient régir le dogme et les fit graver dans un immense palais, se rapprochant plus de la petite ville que du palais, soit dit entre nous, le Saint-Siège de l'Alliance. Pour le rapprocher physiquement et spirituellement de la déesse, le Saint-Siège fut élevé haut dans le ciel grâce à une puissante magie et devint ainsi la première cité flottante, symbole du pouvoir, de l'ordre et de la paix. Ainsi, lorsque débute notre histoire, la Sainte Église de l'Alliance, sous l'autorité de la papesse Alecto III, gouverne la totalité d'Alderoth et la maintient dans une paix plutôt précaire du fait de l'édit proclamé par l'empereur du Haut-Septentrion, annonçant qu'il quittait l'Alliance, là de devoir obéir à la papesse. En effet, la guerre gronde et l'autorité de l'Église est remise en doute par les opposants. Ceux-ci ne supportent plus le régime autoritaire instauré par le Haut Concile et décident de renverser la papesse Alecto III. Afin de lutter contre l'hérésie, les tribunaux de l'Inquisition se voient acquérir les pleins pouvoirs et instaurent ainsi un climat de terreur dans toute Alderoth. C'est dans cette ambiance ma foi fort joyeuse qu'entre en scène notre héros, ou plutôt notre héroïne, une jeune aristocrate vivant à Audeval, la capitale d'Ouranis. Nous l'appellerons Thémis. Thémis est donc issue d'une famille aisée et ne connaît pas grand-chose de la vraie vie, entre guillemets. Elle est capricieuse, hautaine et entêtée. Bref, le parfait cliché de la petite bourgeoise pourri gâtée. Mais comme dans toute histoire qui se respecte, sa vie va changer du tout au tout. Ses parents, inculpés d'hérésie et de félonie envers l'Église, seront embarqués lors d'une rafle nocturne par la brigade inquisitoriale. Entre alors en scène notre seconde héroïne, une soldate de la brigade, qui atteinte d'une forme de culpabilité, laissera Thémis s'enfuir. L'histoire se déroulera ainsi. Nous alternerons entre Thémis et la soldate. Un chapitre portera sur notre petite bourgeoise qui au cours d'un long périple mûrira et deviendra plus sage, plus posée, pour au final changer du tout au tout. Et le chapitre suivant s'intéressera à notre militaire en herbe dont nous découvrirons les origines et le pourquoi du comment s'est-elle engagé dans l'armée. Les deux personnages se croiseront à maintes reprises au cours de l'histoire et tomberont petit à petit amoureux. Et là vous vous dites « Wow, mais en fait elles sont lesbiennes !» Eh bien oui. Déjà parce que ça change, et ensuite parce que ça ajoute du piquant au récit, l'homosexualité étant condamnée par l'Église. S'y ajoute une dimension humoristique, puisque Thémis est persuadée que la soldate est un homme, ce qui se livrera à de nombreux quiproquos. Toutefois, lorsqu'elle découvrira que celui qu'elle aime est en fait une femme, elle ne changera pas pour autant d'avis. Les thèmes que nous aborderons sont nombreux et on ne peut plus sérieux. Déjà une critique du fanatisme religieux en visant ici davantage l'église catholique médiévale, les croisades et l'inquisition, tout en gardant un œil sur le fanatisme actuel. Mais ne nous étendons pas sur le sujet. Ensuite une attaque à l'homophobie qui est omniprésente dans notre société en mettant justement en avant deux femmes qui s'aiment. Également la guerre, les massacres, les génocides et la rafle qui ont été nombreux au siècle dernier et qui persistent encore et toujours de nos jours. Ce récit ne sera pas stupidement manichéen. Les gentils qui affrontent les méchants, le bien et le mal, non. Nous aborderons une histoire sombre et teintée de réalisme qui se voudra être un combat contre l'injustice et la stupidité humaine. Entre une femme qui vit dans un monde parfait où tout est beau, tout est rose, et qui se retrouve du jour au lendemain plongée dans la terrible réalité, et une autre qui s'est engagée dans une armée chargée de massacrer des innocents dans un but bien précis, ce récit pourrait très bien mal se terminer. Mais je vous laisse le soin d'imaginer la fin. Ainsi se termine cet Imaginarium sur la Romantic Fantasy, j'espère qu'il vous aura plu et je vous souhaite le au revoir.